Oui, monsieur Gingembre. Le lien avec un des éléments clés dont vous avez la spécialité, c'est Balzac et le fantastique. Est-ce que vous pouvez nous introduire à la question? Je ne peux que vous introduire, tellement cette question est vaste, dense, mais également passionnante. C'est vrai que Balzac est un auteur multidimensionnel. Je me souviens d'ailleurs d'un professeur pour lequel j'avais énormément de respect, qui me disait il ne faut pas faire de Balzac un romancier hémiplégique, c'est-à-dire d'un côté ne s'intéresser qu'au Balzac social, historique, critique du monde moderne, ou ne s'intéresser de l'autre qu'au Balzac fantastique, spiritualiste, etc. Il faut réunir les deux. Et c'est tout à fait vrai. Alors, Balzac, autour de 1830, a été un des auteurs à la mode, parce que cette mode, c'était la mode du fantastique. Le fantastique, dont, je dirais, les premiers éléments littéraires apparaissent au milieu des années 1820 en France, et qui vont véritablement se concrétiser en 1829 avec la traduction des contes d'Hoffmann, le fantastique devient une véritable mode littéraire qui va durer 3 ou 4 ans. Disons 29, 32, 33. Et le jeune Balzac, qui se fait connaître en 1829 avec la physiologie du mariage et avec les Chouans, Balzac a évidemment un sens très aigu de la manière dont il peut se positionner dans le champ littéraire. Et donc il va se saisir de cette mode du fantastique, avec des gens comme Nodier, avec des gens comme Jules Janin, avec le bibliophile Jacob et tant d'autres. Et qu'est-ce que c'est que le fantastique autour de 1830? Autour de 1830, le fantastique est une vision du monde qui vise à mettre en évidence le côté absurde du monde moderne, de proposer à l'imagination toute une série de dérivatifs, de surprendre, d'étonner, voire de terrifier. Le fantastique n'est pas une mode seulement, c'est un mode d'écriture. Et c'est une modalité de la littérature. Et ça a été vraiment quelque chose de tout à fait important autour de 1830. Balzac n'est pas dupe du côté artificiel de l'écriture fantastique. Il n'est pas dupe de l'effet de mode. Il s'en saisit, parce que évidemment, il veut faire partie des auteurs dont on parle. Il veut pouvoir faire sa propre publicité en tant qu'auteur moderne. Et Balzac était vraiment un des premiers à bien comprendre quels sont les mécanismes de la publicité littéraire, avec beaucoup de subtilité, d'intelligence et de détermination. Mais les nouvelles fantastiques qu'il va écrire sont tout à fait comparables à d'autres productions des mêmes années, mais on sent à la lecture de tel ou tel passage de ces nouvelles que Balzac prend ses distances. En fait, une distance un peu ironique, car il sait que le fantastique, c'est quelque chose qui se fabrique littérairement. Il y a des procédés, il y a des tics d'écriture qu'il manie très bien, mais dont il sait qu'ils répondent à une simple volonté de la part des auteurs de séduire un public friand de ces contes et nouvelles fantastiques. Il va apporter quelque chose de plus. Et c'est là que Balzac est véritablement essentiel pour comprendre une évolution possible du fantastique, dont il va être à la fois l'initiateur et le principal représentant, et pour comprendre le rapport du fantastique avec le reste de la comédie humaine. En effet, La peau de chagrin est probablement
le texte décisif pour toute la suite de la comédie humaine. Pourquoi? Parce que La peau de chagrin est évidemment un roman dans lequel il y a une thématique fantastique. Cette fameuse peau de chagrin qui vous permet d'exaucer tous vos désirs et qui se rétrécit à chaque fois que vos désirs se réalisent et qui inéluctablement va vous conduire à la mort. Cette peau de chagrin a une valeur symbolique. Tout le roman indique qu'il y a une réflexion philosophique qui prend l'aspect d'un récit fantastique, et c'est une philosophie de l'existence. La contradiction entre vouloir et pouvoir, l'opposition entre vouloir, pouvoir et savoir. Quel type de vie peut-on mener? Comment est-ce que l'individu peut gérer son potentiel énergétique? Quel rapport doit-il entretenir avec les autres, avec les femmes, avec l'ambition? Donc le fantastique ici est un moyen pour Balzac de peindre le réel. Et c'est cela que Balzac va véritablement inventer. C'est un fantastique du réel, ce qui semble être un oxymore. Mais cet oxymore, vous allez le retrouver dans toute la comédie humaine. Il n'y a pas simplement les fameux contes et romans philosophiques de Balzac qui constitueraient une section, ou en tout cas une partie repérable dans la comédie humaine. Mais il y a une imprégnation de toute la comédie humaine par cette dimension du fantastique, c'est-à-dire que ce qui est fantastique, c'est la réalité que l'on donne à voir pour qu'elle surprenne le lecteur, pour que des évidences qu'il ne sait pas déceler lui apparaissent de manière lumineuse. Et le fantastique balzacien n'est pas simplement situé dans tel ou tel roman, dont il constitue effectivement je dirais, la texture même, la dynamique même, mais il est aussi une manière de voir. Donc voilà pourquoi le fantastique chez Balzac n'est pas une des manières qu'il a d'écrire, mais c'est quelque chose qui traverse l'ensemble de la comédie humaine. Balzac transforme la mode du fantastique en un mode d'appréhension et de compréhension du réel. Donc il n'y a pas de contradiction chez Balzac entre réalisme et fantastique. Et ça, c'est la peau de chagrin qui permet vraiment de le comprendre. Et lorsque le héros Raphaël de Valentin entre en possession de cette peau de chagrin, c'est dans une boutique d'antiquaire qui est une sorte de, comment dire, d'univers en concentré, de microcosme où se trouvent réunies les œuvres d'art de tous les siècles. Évidemment, elle est totalement invraisemblable, cette boutique d'antiquaire, mais on voit bien que Raphaël de Valentin rentre dans un autre monde où il a un guide qui est ce vieillard, cet antiquaire qui va lui expliquer d'une part ce qu'il en est de l'individu moderne, vouloir, pouvoir, savoir, et les contradictions entre ces différentes possibilités ou ces différentes potentialités de l'individu, et qui va également lui expliquer les vertus de cette peau de chagrin. Il n'est pas simplement un tentateur, il est celui qui dévoile, celui qui explique. Et par certains côtés, il est donc une sorte de double du romancier. Et entrer dans cette boutique d'antiquaire comme une sorte de dérivatif au suicide, puisque Raphaël de Valentin, au début de la peau de chagrin, a perdu son dernier Napoléon, son dernier Louis d'or, puisque nous sommes sous la Restauration, qui, ruiné, n'ayant plus rien à attendre de la vie, envisage de se jeter dans la Seine, et voyant cette boutique qui rentre par un dernier désœuvrement ou une dernière curiosité, et sa vie va basculer à partir de ce moment-là, Raphaël de Valentin est le premier héros
balzacien, le premier jeune homme balzacien. On va avoir toute une série, on va avoir Rastignac, on va avoir Lucien de Rubempré, d'autres encore. Et pourquoi le choix du jeune homme? Eh bien justement parce que le jeune homme, c'est celui qui se trouve devant à un carrefour. Quelle voie choisir, où aller, que faire, quel emploi faire de sa volonté, de ses désirs, de son ambition, comment réussir, et on sait qu'on peut se brûler les ailes, Lucien de Rubempré, on sait qu'on peut choisir une voie parfaitement cynique, c'est le cas de Rastignac, et Raphaël de Valentin, lui, eh bien, choisit l'immédiateté de la satisfaction des désirs avec cette peau de chagrin. Donc tous ces destins balzaciens trouvent leur point d'origine dans la figure de Raphaël de Valentin et dans la peau de chagrin. Donc la peau de chagrin, je le présenterai volontiers comme le début paradoxal du réalisme balzacien. Les autres auteurs du fantastique de ces années 1830 n'arrivent pas tout à fait à cette dimension-là. Balzac apporte quelque chose de profondément nouveau. Par ailleurs, l'évolution du fantastique non balzacien après le milieu de la décennie 1830-1840, c'est un fantastique qui ira pour l'essentiel dans deux grandes directions. Le fantastique qui se combine avec le fantasque et avec la fantaisie, et un fantastique qui sera plus orienté du côté de l'inquiétude psychologique, des vacillements de l'esprit, des failles qui se produisent dans le moi de l'individu. Le fantastique, mode des années 1830, lorsque la mode va disparaître, le fantastique ne va pas disparaître, il va se métamorphoser. Donc Balzac a été l'homme du moment autour de 1830, et il ne s'est pas contenté d'être un homme du moment, il a été un novateur. Voilà pourquoi le fantastique balzacien est véritablement fondamental. Ce n'est pas marginal, c'est central. Pour aller dans votre sens aussi, il y a cette confluence, disons, d'éléments qui étaient aussi bien l'actualité scientifique de son temps, aussi bien que des dimensions plus ésotériques ou spiritualistes, comme Swedenborg, etc. Et il y a cette sorte de confluence qui semble s'intégrer dans le fantastique balzacien, non? Oui, tout à fait. Balzac est très au fait des questions scientifiques de son époque. D'ailleurs, Raphaël de Valentin va voir des savants pour tenter de comprendre le mystère de cette peau de chagrin, parce qu'il voudrait bien, puisqu'elle se rétrécit, il voudrait bien essayer de lui faire retrouver sa dimension originelle. Évidemment, ça ne marche pas, la science est impuissante devant cet objet fantastique qui échappe à toute prise rationnelle. Et il est également celui qui a beaucoup lu un certain nombre d'auteurs qui relèvent de l'illuminisme, du mysticisme, de l'ésotérisme, etc. Pourquoi? Parce que une préoccupation que Balzac a eue très très jeune, avant de devenir le grand Balzac que nous connaissons, ça a été de comprendre le sens de la vie, de comprendre le cosmos, de comprendre le destin de l'humanité et le destin individuel. Et donc, il est un héritier des Lumières dans toutes leurs dimensions, que ce soit les lumières rationnelles ou les lumières de l'illuminisme. Il est parfaitement intégré dans son époque, notamment par la science et puis la réflexion sur l'histoire. Donc le fantastique chez lui va combiner effectivement tous ces aspects de la connaissance et surtout de l'interrogation intellectuelle. Et Balzac avait envisagé très jeune, quand il a 19 ans, 20 ans, il envisage d'être un philosophe. Il envisage pas simplement d'être un écrivain. Il y a
il y a d'entrée de jeu chez Balzac cette sorte de volonté de totalisation du savoir. Et une totalisation qui ne serait pas simple accumulation, mais une totalisation qui serait cohérente, une mise en correspondance des différents domaines du savoir. Ce qui est aussi une des grandes questions du XIXe siècle. Beaucoup d'auteurs, notamment des auteurs de l'époque romantique, vont se poser la même question. Donc oui, le fantastique répond, sur le plan littéraire chez Balzac, à cette combinatoire nouvelle, mais répond aussi à la volonté de faire une littérature qui soit la mise en texte de la modernité dans sa globalité. Petite incidence sur le mot modernité, on ne sait pas assez que la première occurrence du mot dans la langue française, c'est Balzac. C'est dans un article de critique littéraire du début des années 1820. On dit très souvent le mot modernité a été mis sur le marché en quelque sorte par Baudelaire. Non, ça a été fait 30 ans avant par Balzac. Dans le flux de votre propos sur le fantastique, vous avez évoqué la dimension de l'énergie, du capital d'énergie qui doit être précieusement géré et dont il est question aussi dans La peau de chagrin et chez pas mal de héros alsaciens. Est-ce que vous pourriez développer sur la question ? Oui, bien sûr. La question énergétique est centrale dans l'œuvre de Balzac, comme elle a été dans sa propre vie. Nous savons que malheureusement Balzac est mort à 51 ans au terme d'une vie de labeur, d'une vie de forçat. J'avais choisi comme titre de ma biographie chez Perrin, Balzac le forçat des lettres, puisqu'il utilise le terme lui-même à propos de son existence de bagnard enchaîné à sa table de travail. Pourquoi ? Parce que Balzac, d'une part, a probablement gardé de son père cette idée de la conservation de l'énergie, de la gestion du capital énergétique de l'individu. Le père de Balzac est un personnage beaucoup plus intéressant qu'on a bien voulu le dire pendant hélas trop longtemps, mais il avait un certain nombre d'idées assez intéressantes qui se retrouvent dans la comédie humaine. Mais surtout, Balzac réfléchit en termes un peu de thermodynamique de l'individu moderne. Et c'est aussi un des aspects du rapport que Balzac a avec la science de son temps. Il a une conception globale de l'être humain, des rapports du physique et du psychique, ce qui est une des grandes questions que le XIXe siècle, dès le début des années 1800, a commencé de poser. Et il considère que l'activité humaine est par définition une dépense d'énergie qu'il faut savoir contrôler. D'où la réflexion sur les passions. Qu'est-ce que c'est que la passion, sinon une dévoratrice d'énergie? D'où la réflexion sur la création artistique en particulier, car qu'est-ce que la création, sinon une manière de dépenser son énergie? Qu'est-ce que la conception que l'on peut se faire de la vie humaine, sinon celle-ci? Et donc Balzac ne cesse de poser cette question, de traiter ce thème dans toute la comédie humaine, et c'est avec La peau de chagrin que les termes essentiels ont été posés. Donc cette énergie balzacienne, cette compréhension balzacienne de l'énergie fait que le regard que Balzac pose sur le XIXe siècle, sur l'histoire du XIXe siècle, c'est aussi un regard sur la circulation de l'énergie
dans la société qu'il faut mettre en parallèle avec la circulation de l'argent. Car, d'une certaine façon, l'argent est une concrétisation matérielle de l'énergie. C'est de l'énergie mise en billets de banque ou en pièces d'or. Et de la même manière que l'énergie circule, se crée, se recrée et se dépense, l'argent circule, se crée, se recrée ou se dépense. Balzac est un des tout premiers à pouvoir penser une idée abstraite de l'argent. L'argent qui n'est pas simplement une réalité fiduciaire, mais qui est une circulation énergétique. Puisque le monde moderne, selon Balzac, depuis la Révolution française, a été un véritable bouleversement énergétique. Qu'est-ce que c'est que la Révolution française? C'est, pour aller très vite bien sûr, c'est l'atomisation du corps social en millions d'individus qui vont rentrer en concurrence, voire en guerre les uns contre les autres, ce qui explique le mouvement du XIXe siècle. Ce qui explique l'Empire napoléonien, qui est une tentative de réorganisation de la société, de remise en cohésion de la société, ce qui explique la Restauration avec les luttes entre les générations et entre les groupes sociaux, ce qui explique la monarchie de Juillet, etc. Donc cette énergétique de l'histoire, on peut la mettre en rapport avec la problématique de l'énergétique de l'individu et de l'énergétique de l'argent. Balzac est le grand romancier de l'énergie. Il n'a pas inventé la notion. La question de l'énergie se pose dans la pensée des Lumières à partir des années 1770 à peu près. Mais Balzac en hérite et surtout la transforme et lui donne une puissance d'interprétation du monde moderne qui n'a pas d'équivalent dans la première moitié du XIXe siècle et qui, me semble-t-il, est aussi une leçon pour aujourd'hui. Nous voyons très très bien que l'accélération du temps dans la société moderne a beaucoup à voir avec cette circulation démultipliée de l'énergie à tous les niveaux et dans tous les domaines. Et je pense qu'on ne peut pas être vraiment balzacien, ou en tout cas, on ne peut pas vouloir faire connaître Balzac si on n'a pas soi-même une dose d'énergie qui nous vient de la lecture de Balzac. Balzac, et c'est peut-être ce qui, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, et avec mes années de fréquentation de Balzac, ce qui est peut-être le plus important, c'est l'aspect roboratif de la lecture de Balzac. Balzac me procure du plaisir et me donne de l'énergie. Et j'aimerais que cela soit vrai pour tout le monde. Ce qui implique qu'il faut constamment remettre Balzac au premier plan, ce qui implique qu'il faut créer des événements autour de Balzac. Oui, bien justement, c'est un des motifs de notre rencontre, c'est que je porte une initiative avec un collectif, notamment à la commune de Montira, il y a un certain nombre d'associations de cette région du Tarn, du Ségala, et nous sommes en fait situés, localisés dans le lieu de naissance de Bernard-François Balsat, et personnage qui était un peu à l'ombre de l'écosystème balsacien, qui en était un angle mort, et dont nous battons en quelque sorte pour qu'il soit un peu plus mis à jour, et que l'importance de Bernard-François Balsat, comme vous l'avez vous-même explicité tout à l'heure, est quand même déterminante dans l'univers de Balzac. Et donc notre objet, c'est de créer ce festival en 2024 et d'interpeller des personnes comme vous, éminentes, pour soutenir notre initiative et sans doute être présent à l'occasion. Je ne peux que vous féliciter pour cette initiative. De toute façon, tout ce qui peut servir à promouvoir Balzac ou tout ce qui gravite autour de Balzac ne peut être que bénéfique. Vous avez évoqué le père, et j'ouvre ici une petite parenthèse. Également, un des aspects
très intéressant de la comédie humaine, c'est la réflexion sur le père. Les personnages de père chez Balzac sont vraiment remarquables parce que ce sont soit des pères qui vont mourir de leur paternité, de leur passion paternelle, le père Goriot, soit des pères absents, soit des pères cyniques, soit des pères abusifs. Et donc, il y a une réflexion sur la paternité, comme d'une manière générale, il y a une réflexion sur la famille. Qui est l'inventeur romanesque de la famille? C'était évidemment Balzac. Et on ne peut pas ne pas penser que si Balzac accorde une telle importance, un, à la question du père, deux, à la question de la famille, cela a beaucoup à voir avec sa propre histoire, avec sa propre enfance. On connaît les relations difficiles, pour dire le moins, de Balzac avec sa mère. Mais plus généralement, la question du père est aussi, pour Balzac, une question historique et idéologique. Il fait dire à un de ses personnages dans la comédie humaine, quand on a décapité Louis XVI, on a coupé la tête à tous les pères de famille. Réflexion d'une profondeur extraordinaire. Et pour Balzac, quel est l'effet principal, la conséquence éminente de la Révolution française? C'est le Code civil. Et qu'est-ce que c'est que le Code civil? C'est la régulation codifiée du fonctionnement de la famille et du fonctionnement de la propriété. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a dans la comédie humaine? Il y a la famille et il y a la propriété. Donc, organiser un événement dans lequel une nouvelle mise en évidence du père de Balzac me paraît tout à fait intéressant. Et je trouve également passionnant que des associations locales prennent en charge ce type à la fois de réflexion, de manifestation, de lecture, de lecture balzacienne, qui permet de dire, Balzac est un auteur de notre temps, plus exactement un auteur pour notre temps, que Balzac c'est un des monuments de la littérature, mais pas seulement de la littérature, c'est un des monuments de la réflexion sur ce qu'est la société, sur ce que sont les familles dans la société, ce que sont les rapports entre les individus dans la société. Donc oui, c'est une initiative qui est, je crois, on ne peut plus louable. Très bien. Bien. Ben, je vous remercie de cet échange, de ces propos. Si vous aviez encore quelques éléments à échanger, j'aurais voulu vous poser la question, notamment sur le fantastique balzacien, puisque nous sommes à Montira, un lieu auquel vous avez évoqué la question paternelle, mais également il y a la question d'une famille qui a été marquée par le crime, marquée par une réputation très difficile, mais en particulier son oncle ayant été décapité. On se demande, pour certains, il y a la place de la décapitation dans l'œuvre de Balzac, il y a aussi ces scènes de crime, cet intérêt aussi pour les sociétés secrètes. Donc on voudrait, nous, au niveau de Montira et de notre événement, intégrer la dimension fantastique en la reliant au père, mais aussi en l'élargissant à tout ce fantastique-là. C'est tout à fait justifié. Il est clair que l'histoire familiale, le roman familial de Balzac a joué un rôle très important. A-t-il été complètement décisif ou pas? Je ne le sais pas, mais ça a joué un rôle vraiment important. Et vous évoquez le crime, la figure du criminel dans la comédie humaine, elle va de pair également avec une réflexion sur la société moderne. Le criminel chez Balzac, il est très intéressant sur le plan romanesque, parce que c'est une figure romanesque par excellence. Bon, le XVIIIe siècle avait déjà commencé à mettre en scène le bandit, mais le vrai criminel du XIXe siècle, dont évidemment la figure exemplaire est celle de Vautrin, est capitale dans la comédie humaine. Pourquoi ?
parce que le criminel, et spécifiquement Vautrin, est un révélateur du fonctionnement de la société. Et qui explique la société à Rastignac dans le Père Goriot? C'est évidemment Vautrin. Il lui explique le monde. Et il lui dit, voilà, qu'est-ce que vous devez faire maintenant? Choisissez. Si vous voulez vous en tenir à la morale de tout le monde, vous ne parviendrez à rien. Si vous choisissez une voie que moi je vous indique, vous parviendrez. Donc ça, c'est évidemment tout à fait important. Et ne pas oublier que la figure du criminel chez Balzac se conjugue avec la figure du policier et avec la figure du juge. Le policier chez Balzac est également extrêmement important. Les Chouans, Une ténébreuse affaire, Splendeur et misère des courtisanes, pour ne citer que ces romans dans lesquels les policiers jouent un rôle majeur. Pourquoi? Parce que une des interprétations que Balzac donne de la Révolution française, c'est qu'à partir du moment où le pouvoir politique s'est désincarné d'une certaine façon, puisque la figure du roi-père a été décapitée, a été éliminée, puisque le pouvoir est devenu un pouvoir de fait, plus qu'un pouvoir de droit légitime appuyé sur la religion, eh bien l'État a besoin de contrôler la société d'une manière nouvelle, ou en tout cas plus précise, plus attentive, que sous la monarchie absolue. C'est du moins ce que Balzac affirme. D'où la nécessité de la police et de la figure du policier. Le policier moderne est un héritier, une création de la Révolution française. Et le juge, eh bien le juge, c'est celui qui, certes, doit appliquer la loi, mais appliquer la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le juge doit être intègre? Est-ce que le juge doit être détaché des passions? Est-ce que le juge n'est pas lui-même pris dans le mouvement de la société? Est-ce que le juge n'est pas d'une certaine façon dépendant du pouvoir? D'où l'opposition chez Balzac entre un Camusot et un Popinot, entre le juge intègre et le juge intrigant, celui qui va céder aux sirènes du pouvoir, etc. Donc vous voyez, quel que soit le type social des personnages romanesques que vous prenez, vous pouvez l'intégrer dans un système d'analyse cohérente du monde moderne, disons du monde post-révolutionnaire, c'est-à-dire la société du 19e siècle. Donc, l'obsession du crime chez Balzac tient certainement à une histoire familiale, mais elle tient aussi à une analyse du monde moderne. Et le criminel est un personnage de nature fantastique, aussi par sa dimension intellectuelle. Le grand criminel Vautrin, c'est un philosophe. Et c'est celui qui évolue dans un monde ténébreux, donc un monde fantastique, donc un monde inquiétant. Et on retrouve cette dimension de l'inquiétude par le fantastique. Celui qui a très bien compris cela au XIXe siècle, c'est Victor Hugo, parce que Les Misérables, par beaucoup de côtés, sont hérités de la vision balsacienne du monde. Le monde souterrain dans Les Misérables de Victor Hugo a quelque analogie avec le monde souterrain du crime dans le roman balsacien. Et qu'est-ce que c'est que le monde souterrain, sinon l'envers de l'histoire contemporaine? On en revient à cet avers-revers, endroit-envers, que l'on trouve en permanence dans la comédie humaine. Et le fantastique, c'est peut-être tout simplement la mise en relation de cet endroit et de cet envers. Merci beaucoup, Monsieur Gingembre, vraiment pour votre accueil et pour ce partage. Hassan. On termine parce qu'on pourrait ne pas s'arrêter. On espère que c'est qu'une première, ce ne sera qu'une première, et on vous dit à bientôt. Merci bien. À bientôt et merci.